Ok, donc comme on vient de se le dire à l'instant, là on va se faire un épisode un peu plus laborieux que durant les autres jours. Donc là ce qu'on va voir ensemble, c'est, alors on l'avait déjà vu ensemble l'année dernière, c'est l'installation de la Gem Device. Donc la Gem Device, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc la Gem Device, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est la gemme qui va vous permettre d'ajouter un système d'authentification pardon, à votre application Ruby on Rails. Il y a d'autres gemmes. Device, c'est la gemme la plus populaire et la plus complète. Bien sûr, vous pouvez créer votre propre système d'authentification vous-même. Mais voilà, passer par Device, ça vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur votre réel métier, c'est-à-dire les features métiers de votre application. Encore une fois, si demain vous créez un Airbnb, votre métier, c'est pas de créer le meilleur système d'authentification possible, c'est de créer un système d'authentification qui soit fiable et que vous passiez le moins de temps dessus. En tout cas, par rapport aux autres features qui vont être l'expérience utilisateur pour la réservation, le fait d'être sûr de bien capturer le paiement, etc. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle quelquefois on va passer par des gemmes, donc qu'on peut traduire par plugin ou bundle dans d'autres langages de programmation. Donc pour ce faire, on va commencer par nous rendre sur la documentation de Device. Donc pour ça, je tape Gem Device sur Google. Donc là, j'arrive sur la page GitHub. Donc vous voyez, elle est utilisée par 292 000 repositories sur GitHub. C'est pour vous dire à quel point c'est une application, enfin c'est une gemme pardon, qui est populaire. Donc voilà, ici on a un petit explicatif de la gemme. Donc on nous explique que c'est basé sur Rack, que c'est une... bref, pas très intéressant, mais bref, ça c'est un système d'authentification. Donc nous on va commencer par l'installer. On avait déjà vu l'année dernière à quoi ça servait, donc on va écourter un peu la lecture de la documentation. Donc là, pour installer Device à mon application, il faut simplement que je copie la ligne suivante. Donc là, je me rends dans mon Gemfile. Et à la fin, avant le groupe développement et test. Donc ça, je vous le rappelle encore une fois, c'est parce que quelquefois, vous allez vouloir que des gemmes soient uniquement disponibles dans votre environnement de développement, votre environnement de test. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est pour les deux, donc développement et test, mais pas pour la production. Nous, la Gem Device là qu'on va installer, il faut qu'elle soit disponible pour la production, les tests et le développement. D'accord? Donc vous voyez, en développement et en test, par exemple, on va mettre Capybara qui est propre, dont on va se servir durant les tests de l'application, d'accord? Pour tout ce qui va être spec, pour pouvoir tester l'application. Donc c'est la raison pour laquelle on découpe. En développement, on va pouvoir mettre des gemmes qui sont propres au débugage. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc reprenons. Donc ici dans mon gem file, je rajoute la gem device. Bien sûr, quand je mets à jour mon gem file, il faut que je lance bundle install, d'accord? Pour mettre à jour mes dépendances et installer la gemme. Donc là, elle est installée. Maintenant, on nous explique quoi? On nous explique que maintenant, nous devons runner l'installateur. Donc pour ça, on tape la commande suivante, donc juste ici, là. Raise, generate, device, install. Donc voilà. Ici, on voit que ça a créé deux fichiers. Donc un fichier dans les initialiseurs, un qui s'appelle device.rb et un autre dans les locales. Donc les locales, c'est les fichiers qui sont propres au langage, d'accord? Là, on a le fichier de langage anglais. Vous verrez que sur GitHub, vous pourrez récupérer device.fr.yml qui correspond au fichier de traduction en français. Donc là, on nous explique qu'il y a quelques configurations que l'on doit faire manuellement si on ne l'a pas encore fait. Donc nous assurer qu'on a bien défini l'URL de défaut dans notre environnement de développement. Donc ça c'est déjà fait, donc on est bien sur localhost et le port 3000. Nous assurer que nous avons bien défini la route URL vers quelque chose. Donc ici on nous dit home sharp index, nous on l'a fait sur products sharp index, libre à vous de le modifier par la suite, d'accord? Nous assurer qu'on a bien défini les flash messages dans notre layout, donc le layout qui se trouve dans application.html.erb, lui-même contenu dans le dossier layout de views. Donc ça on l'a parfait, donc on va le faire juste après. Et on nous explique qu'on peut copier les vues de device pour pouvoir les customiser
dans notre application en runant la commande suivante. Donc en fait, si vous voulez, il y a des vues qui sont propres à device, qui sont déjà générées par défaut. Par défaut, on ne peut pas les modifier, à moins qu'on tape la commande suivante. En tapant la commande suivante, on sera capable d'overrider ces vues qui sont contenues dans la gemme, mais qui ne sont pas disponibles à l'heure actuelle pour nous. D'accord? Pour pouvoir les modifier, il faut simplement qu'on lance raise gDevice2.views. Donc chaque fois que vous verrez un G, ça correspond à generate. D'accord? Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux lignes-là. J'ai une question. Ouais, dis-moi tout. Est-ce que tu peux aller dans l'application.rb? Parce que j'ai une erreur dans l'application.rb. Ok. Et tout en haut, ils me disent que pre-require, ils tirent du bas relative, je sais pas, ils me disent undefined method pre-require relative. On regardera ça après dans ce cas-là, ok? Tu recordes? Maintenant, un truc que je sais pas pourquoi, parce qu'il y a un play en plus. Pardon? Tu recordes? J'enregistre, ouais. C'est ça. C'est bon? Ton côté du coup? Attends, troisième, c'est un play en plus. Ok. Donc là, on va se rendre dans le fichier application.html.erb, donc de notre layout, encore une fois. Et ici, vous voyez, on a notre body. Et ce qu'on a dans yield, en fait, ça va être le contenu des vues qu'on va appeler à chaque fois. Donc par défaut, nos vues, elles seront entourées par body et la balise fermante de body, d'accord? Donc par tout ça. Ici, c'est chacune des vues qui est appelée dans yield. Donc vous comprenez ici que la manière la plus judicieuse d'afficher cette note-là, donc qui sera propre à toutes nos vues, c'est juste ici. Donc à quoi est-ce que ça correspond les notices et les alertes? Ceux qui ont fait du Symfony ou du Laravel, vous devrez savoir. C'est au flash? C'est du message flash, c'est ça. Quelquefois, quand on exécute une action dans le contrôleur, une fois que l'action est faite, on veut passer une information à la vue qui est appelée. D'accord? Imaginons que ce soit un paiement qui a été effectué. On veut passer l'information votre paiement a bien été effectué. En revanche, s'il y a une erreur, par exemple, on veut pouvoir passer un message votre paiement n'a pas pu être effectué. Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu mets pas un if notice? Moi j'avais vu un. Oui, oui, en effet, ouais. Bon, on devrait même mettre un if notice, en effet. Donc pour ça, on va se faire un if notice.present. Le point present il est optionnel, hein. Et là on va venir fermer notre condition. Et on va faire la même chose pour alerte. Voilà. Donc là, on a bien nos conditions qui vont checker si la notice elle est présente et que le alert il est présent. D'accord? Donc, nous, bien entendu, on veut pouvoir modifier ces fichiers de vue. Donc, on va générer les vues via raise gDevice2.views. D'accord? Ça se passe dans le terminal, ça. Donc là, j'appuie sur Entrée et les fichiers sont créés. Donc là, si je me rends sur mon application, pour l'instant, le serveur n'est pas runné, en effet. Donc là, je vais me re-rendre sur la documentation de device. Donc là, c'est bien. On a... Alors, pardon, on va pas générer les vues maintenant, pardon. Excusez-moi. On va supprimer les vues. Donc là, on va simplement retaper la commande. Si vous l'avez tapé la commande, retapez-la, mais remplacez le G par un D. Ça va la supprimer, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que voilà, ici on nous explique que le générateur va initialiser les fichiers et d'écrire, etc., etc., etc. Donc maintenant, on nous parle de la commande raise generate device espace modèle. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est quoi? C'est que dans la commande suivante, nous allons remplacer modèle avec la class name utilisée dans l'application, utilisée pour les utilisateurs de l'application. C'est fréquemment user, mais ça peut aussi être admin. Cela va créer un modèle, si celui-ci n'existe pas, et le configurer avec les modules de device par défaut. Le générateur va aussi configurer votre fichier de route qui va pointer vers les device controllers. Donc, on va taper cette commande, raise generate device, donc modèle qu'on va remplacer par user ou client. On va utiliser user pour cet exemple-là. Voilà, donc là, qu'est-ce qui a été créé? Un fichier de migration. Donc le fichier de migration, on va s'y rendre. Raise generate device user ou modèle? Raise generate device user, puisque modèle c'est un placeholder en fait. Désolé pour le franglais, mais j'ai pas les mots au tac au tac comme ça. Et puis je suis américain. Device create users.
Donc là ici du coup on a la migration propre à notre table user qui a été générée par device. Donc comme nous le disait la documentation, ça vient avec les modules par défaut et les champs par défaut. Donc ici on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un champ email, un champ encrypted password, un champ reset password token. Donc ça va être pour le mot de passe oublié. Ça n'oubliez pas, c'est géré par device de base. Donc vous avez un système de mot de passe oublié qui est déjà propre à device, donc pas besoin de le coder. Un reset password sent at, un remember created at, etc., etc. Donc remember created at, c'est lorsqu'on... ça c'est propre à la session, c'est pour enregistrer la session. Enfin bon, peu importe. Voilà, là on a notre table user qui a été... on a notre fichier de migration pour la table user qui a été créée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer cette migration. Comment est-ce qu'on fait pour lancer la migration? Exactement, raise db, donc db pour database, .migrate. Voilà, c'est bon. Donc notre table a bien été créée avec les champs qui lui sont associés. Donc là, on voit aussi qu'on a un champ, un modèle user qui a été créé. Le reste, c'est propre au test unitaire. On ne va pas spécialement le regarder. Donc, modèle user. Donc vous voyez ici, on a les différents modules de device. Donc ici, device nous dit que ce modèle-là, il est database authenticatable, donc ça permet l'authentification. Il est registerable, donc ça veut dire que voilà, il est inscriptible, on peut l'inscrire, qu'on peut le retrouver, qu'on peut s'en rappeler et qu'il est validable. D'accord? Donc ça, je vous laisserai regarder la documentation de device à quoi chacune de ces options correspond. D'accord? Donc voilà. Ensuite, n'oublions pas, device a ajouté une route donc pour users dans notre fichier de route. Donc vous voyez, habituellement on utilisait le mot-clé ressources. Ici, on a device for. D'accord? Donc ça va créer les routes device pour users. On retourne sur la documentation. Donc voilà, ça, le raise db migrate, on l'a déjà fait. Maintenant, voilà, ici, on nous parle des contrôleurs filters et helpers. Donc les filters, c'est quoi? C'est ce qui arrive dans les contrôleurs. C'est ce qu'on va mettre dans les contrôleurs, par exemple, avant une action. Ça, on l'avait vu l'année dernière aussi. En Ruby on Rails, on a un mot-clé qui s'appelle before action. Donc before action, quand vous l'appelez, vous pouvez lui passer une méthode que vous pourrez appeler avant chacune de vos actions. D'accord? Donc les actions, c'est, on se le rappelle, show, new, index, etc. Avec ce before action, vous pouvez spécifier les actions pour lesquelles on appellera la méthode appelée. Donc ça, vous pouvez le mettre par exemple pour create et pas l'index par exemple. Donc voilà. Et ensuite, on a des helpers. Donc ça, c'est le filters. Donc le filters, c'est authenticate user. Authenticate user, c'est un filter qui va vous permettre... Alors ça, c'est propre à Rails, d'accord, before action. Et là, la méthode authenticate user, c'est un filter, mais c'est aussi un helper. Donc authenticate user, ça dit quoi? Ça dit, OK, si mon user n'est pas connecté et qu'il veut accéder à cette action, redirige-le vers la page de connexion. En fait, ça va simplement checker que le user il est bien connecté. S'il ne l'est pas, on va le renvoyer vers la page d'inscription. D'accord? Donc par défaut, c'est la page d'inscription. Après, vous pouvez très bien configurer Ruby on Rails, enfin votre application Ruby on Rails, pardon, pour que ça renvoie l'utilisateur vers la page de connexion. Donc voilà. Ensuite, ici, on a d'autres helpers. Donc on a user sign in avec un point d'interrogation qui va nous renvoyer un booléen. D'accord? Donc en Ruby on Rails, on se le rappelle, convention over configuration. Et en fait, si vous voulez, quand vous avez une méthode, un helper ou autre qui se termine par un point d'interrogation, on s'attend à ce qu'il retourne un booléen, d'accord? Donc true ou false. Donc ça, user signed in, ça vous dit si le user est connecté ou non. Depuis current user, vous pouvez accéder aux informations du user qui est connecté. Donc le user, donc qui est propre au modèle user bien sûr, mais là c'est l'user courant, celui qui est connecté. Ça vous permet par exemple d'afficher un bienvenue current user.firstname pour afficher par exemple bienvenue Daniel. Et ici, on peut aussi accéder aux informations de la session du user. Ça, j'utilise très peu, mais voilà. Ces trois-là, il faut que vous les reteniez. Donc, on a Authenticate User, User Sign In et Current User. Moi, je vous avouerai que Current User, j'utilise à toutes les sauces, c'est-à-dire que je fais un Current User.present avec un point d'interrogation plutôt que User Signed In. Donc voilà, ces trois-là, retenez-les bien parce qu'ils sont importants. Donc là, on va se rendre
sur la home de notre application. Donc pour ça, d'abord, il faut que je lance mon serveur. On se le rappelle, la commande, c'est raise S. Là, je fais exprès d'être plus explicatif. Tout le monde n'est pas là pour poser des questions. Comme ça, au moins, quand ils verront la vidéo, ils ne seront pas perdus. Donc là, on relance le serveur. Là, on arrive sur la home de l'application avec les alertes que je n'ai pas enlevées. Donc, je vais les retirer tout de suite. Parce que ça va être embêtant. Voilà. Donc là, je me retrouve sur la home de l'application. Mais je ne suis pas connecté. Pourquoi est-ce que je me retrouve quand même sur l'application? Parce que t'as pas protégé. Comment ça? Tu vas avoir une direction automatique s'il n'est pas sign in. C'est ça, exactement. J'ai pas mis mon before action authenticate user. Donc vous voyez ici, le contrôleur qui a appelé à votre avis là, c'est lequel? Ici. Product. Exactement, c'est product. Donc ici, vous voyez, je peux très bien mettre... Ah, require stripe, c'est pas bon. Je peux très bien mettre mon authenticate user dans product. D'accord? Regardez bien ici. Product controller, il hérite de quoi? De application controller, c'est ça. Donc en fait, tous vos contrôleurs, ils héritent de product, de application controller. D'accord? Donc si je veux que la globalité de mon application, elle soit protégée par un authenticate user, je vais simplement déplacer la ligne authenticate user dans application controller. D'accord? Vous verrez par la suite, si jamais vous approfondissez en Ruby on Rails, que vous pourrez faire des namespaces. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, un user dashboard controller qui hérite de application controller avec tous les contrôleurs qui sont propres au user qui héritent de user dashboard controller qui lui mettra le authenticate user et un pro dashboard controller qui lui aura un authenticate pro. D'accord? Authenticate user, il faut bien comprendre que user c'est là parce que c'est le nom du modèle. Si ça avait été pro, ça aurait été pro. Authenticate underscore pro. D'accord? Donc là, on reload l'application. Quand on arrive sur l'application, on nous dit bien You need to sign in or sign up before continuing. Ça, c'est votre alerte qu'on a définie dans application.html.rb. Cette petite ligne-là, d'accord? Ce qu'on a ici. Donc voilà. Là, du coup, j'arrive sur ma page de connexion. Comme on se l'est dit, voilà, Device, c'est un système d'authentification assez complet. Ça va assez vite. Regardez, en quelques minutes, on a déjà un système de connexion, d'inscription. On a même du mot de passe oublié. D'accord? Donc, on va s'inscrire. On va créer un compte. Donc là, je m'inscris. Je répète mon password. Password confirmation. Sign up. Et voilà, là je suis bien connecté, donc je peux accéder à mon application. D'accord? Donc là, je vous l'ai dit, hein, ce sera un tutoriel assez complet. Je vais ouvrir un nouvel onglet, donc web e-commerce. Et ici, je vais lancer ma console de Rails, d'accord? Donc Rails C. Là, on va voir quelques commandes, enfin, on va voir quelques requêtes Active Record. On essaiera de se faire un petit truc là-dessus, ça pourra vous aider peut-être. Je vais vous faire un petit N'hésitez pas à chercher une cheat sheet. Vous voyez ce que c'est une cheat sheet? Non. Cheat sheet, c'est une anti-sèche. Donc ça, pour plein de langages de programmation, vous pouvez faire ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je commence un langage de programmation et quand je ne suis pas encore familier avec toutes les commandes et toutes les méthodes, j'aime bien faire... Voilà, vous voyez, par exemple, on va se taper... Vous pourrez le faire pour React.js, React Native ou ce que vous voulez. Là, je vais taper Active Record Sheet. Donc sheet comme tricher, sheet comme feuille. D'accord? Sheet, sheet. Et donc là, je suis dans Raise Model Sheet, sheet. Donc vous voyez, ici, comment est-ce qu'on génère? Donc Rail Generate Model User. Ici, on a différentes query méthodes. Là, ici, on a les méthodes de persistance. Ici, on a les Finder Methods. Ici, on a les Advanced Query Methods. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être jointure, inclusion, etc. Vous voyez par exemple le where, c'est rien de plus simple, vous l'avez déjà vu en SQL. Donc là par exemple, dans mon modèle, je veux récupérer les items qui ont pour first name Harvey, qui ont l'ID 3, etc. Ok, donc là order, vous l'aurez compris, c'est pour order by, desk c'est pour décroissant, ask c'est pour croissant, etc., etc. Donc c'est peut-être pas la liste, la meilleure liste pour Active Record, mais voilà, n'hésitez pas à faire ça si jamais, enfin quel que soit le langage de programmation, que ce soit en Ruby ou en Ruby on Rails, ça vous permet au moins de savoir tout ce qui est possible de faire
assez rapidement. En général, ces cheat sheets, elles sont assez complètes. Donc voilà, ça c'est un petit raccourci. Peu importe le langage de programmation que vous appreniez, c'est intéressant de toujours avoir une cheat sheet. Moi, je me rappelle qu'au début, quand je codais, ben, j'avais toujours ma feuille. Enfin, au début, j'avais ma cheat sheet pour Git, d'accord? Donc entre les rebase, les merges, etc., je me perdais un petit peu. Avec les resets pareil. Alors j'avais toujours ma cheat sheet de Git à côté de moi. Enfin, dans un onglet. Vous pouvez voir que j'ai plein d'onglets. Parmi ces onglets-là, à l'époque, il y avait la cheat sheet de GitHub. Ok, donc là, je vais faire un user.all pour me retourner tous mes users. Et ici, j'ai bien le user qui prend l'ID 1, dont l'email est e.derosin@gmail, qui a été créé à telle date et qui a été mis à jour à telle date. D'accord? Je peux faire la même chose pour mes products. Là, je fais product.all, ça me retourne tous mes produits. Si je veux retourner tous les produits qui ont l'ID 1, les produits qui ont l'ID 1, pardon, comment est-ce que je fais? Where ID égale à Ouais, c'est ça. Product.where ID est égal à 1. En fait, si tu veux, quand tu fais where, ça te renvoie une collection, d'accord? Donc, si tu veux vraiment récupérer l'occurrence, il faut que tu fasses un point first pour vraiment récupérer l'objet, d'accord? Mais tu as un raccourci pour ça. Plutôt que d'utiliser where, si tu veux récupérer le premier objet qu'il trouve, le premier item qu'il trouve, tu remplaces ton where par find. Et find, ça te retourne un élément unique. Par contre, find, ah oui, non, pardon, c'est find by. Quand tu mets juste find, c'est directement l'ID. Si tu veux placer un paramètre pour spécifier si c'est un ID, un name, etc., c'est find underscore by. Donc là, product.find underscore by ID 1, ça me retourne ça. Et en effet, je peux faire un product.find 1 pour me retourner le produit dont l'ID est 1. Pour retourner le produit dont l'ID est 3, c'est très simple, je remplace le 1 par un 3. D'accord? Je peux aussi le faire avec le name, donc product.where name, nom de mon produit. D'accord? Donc là, vous pouvez voir que j'ai deux produits qui ont ce nom-là, donc ça me retourne bien les deux produits. En revanche, si je fais un product.find by, je récupère la première occurrence qui trouve dans ma base de données. D'accord? Ok. Donc, voilà. Là, on est authentifié. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie du tutoriel qui va consister à construire ce panier. D'accord? Donc là, on va se faire un petit schéma rapide, hein, par écrit, rien de très complexe. Donc vous, comment est-ce que vous le visualisez un petit peu ce panier, ce parcours d'achat? Qu'est-ce que vous voyez comme table? On a une table order qui a plusieurs produits, qui sont reliés à un utilisateur. Une table order qui a plusieurs produits et qui est... Oh, d'accord, donc on a user has many order, product, products. D'accord. product belongs to user. One to many. Ok. Comment est-ce que vous le... Parce que vous imaginez bien qu'un user, il a plusieurs produits, d'accord? Comment est-ce que vous feriez la relation entre le user et les produits? One to many. Pardon? One to many. C'est ça, donc on est d'accord qu'on on créerait une table intermédiaire. Ma table order, enfin, moi, comment j'avais fait, c'est. D'accord. Dans ma table order, j'ai un belongs to product et un belongs to user. D'accord. Donc tu as une table, donc d'accord, donc un order, appartient à un produit. Ou tu as plusieurs orders pour plusieurs produits. Non, j'ai un order. Plusieurs produits. Un order, pour moi, il peut avoir plusieurs produits. Un order peut avoir plusieurs produits. Et comment est-ce qu'il fait pour avoir plusieurs produits l'order? Moi, j'aurais pas créé une table pour le panier. Tu n'aurais pas créé une table pour le panier? Si, parce que pour moi, il faut un statut pour le panier quand même. Un statut, s'il Ouais. a été payé, si voilà, Exact. méthode de paiement. Ouais. Et ça, c'est spécifique au produit, au panier par rapport au produit. Exactement. Je peux plutôt créer une classe, mais je sais pas si c'est comme ça dans le jeu. Alors, moi ce que enfin, on va se faire ça ensemble. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est quoi? C'est qu'on a un user. Un user, il peut avoir plusieurs orders, c'est ça? Et ces orders,
ils ont plusieurs produits. Normalement, il peut avoir un panier Un à ou la fois. plusieurs produits. Il peut Un ou avoir plusieurs produits. Un panier à la fois. Un order à la fois. Un user, Oui, mais il peut acheter plusieurs fois. il des peut trucs. acheter plusieurs fois, c'est ça. Il achète le Ah, produit. Exactement. Il peut acheter un à la fois, c'est bon. Il peut acheter, Chaque fois, il se réinitialise l'order. c'est ça, on peut soit réinitialiser order ou soit le rendre caduc. Bah non, parce en tout cas, on peut pas réinitialiser. Bon. Moi, je le réinitialiserai pas parce qu'il faut quand même garder les informations du panier. Il faut que tu saches demain ce que le user il a payé, par exemple. Et même le faire, s'il est en train d'être livré, si voilà, faut quand même qu'il ait accès à sa commande en cours. C'est ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va simplement, enfin, on va mettre on peut soit partir sur un booléen payé sur le panier, d'accord, ou soit mettre un enum, donc un integer, pour le statut ou une chaîne de caractères, hein, peu importe, pour ce panier-là, d'accord, qui correspondra au statut. Pour l'instant, on va simplement partir sur un booléen. Moi, ce que je propose, c'est quoi? C'est qu'on fasse un user, d'accord, qui peut avoir plusieurs orders, donc un seul order qui est valable sur le moment, sur l'instant, et d'autres orders qui sont caduques parce qu'ils ont été payés. À partir du moment où un order est payé, on peut le rendre caduque. Et cet order-là, il a plusieurs produits. Donc pour avoir plusieurs produits, moi ce que je propose, c'est qu'on fasse une table intermédiaire qui s'appelle order has product. Donc, c'est donc entre order et product, il y a un mani, c'est ça? C'est ça. Exactement. Vous en pensez quoi? Ça vous va? Alors c'est du one to many, puisque en fait si tu veux un seul order a plusieurs produits, d'accord? En fait si tu veux, tu vas avoir ta table order, et pour pouvoir lui mettre plusieurs produits, il faut que tu crées une table intermédiaire qui va contenir l'ID de l'order et l'ID du produit en question. D'accord? C'est many to many. De quoi? C'est many to many. Oui, pardon, c'est many to many, Many to exactement, many, ouais. on va dire, c'est- Pardon, excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé. Many to many, exactement. Ok, donc c'est du many to many puisque un produit peut être, enfin un order peut avoir plusieurs produits et un produit peut appartenir à plusieurs orders. C'est ça, d'accord. Donc on va commencer à se créer nos migrations maintenant. Donc vous mettriez quoi vous dans votre modèle order? Qu'est-ce que vous mettriez comme champ? Le prix. Le price, Total. pardon? Ça sera le total. Ouais, le price ce sera le total, c'est ça. Et Donc le price, on va pas trop, on va se le mettre en, le price, on va se le mettre en integer. On va se la jouer façon stripe, c'est-à-dire que le prix, ce sera le prix en centimes, d'accord? Après, tu as aussi les users qui lui sont reliés. Notre amount, d'accord, c'est ça. Donc le user, Les pays qui lui sont reliés. c'est ça. Donc le modèle order, il appartient à un user. Donc on l'avait vu ça ensemble. Le mot-clé référence, ça vous permet de créer une foreign key directement, d'accord? User référence, amount integer. Qu'est-ce que vous mettriez d'autre dans votre modèle order du coup? product référence. Non. Pas ici, puisqu'on a la table order as products pour ça. C'est la table order as products qui va s'en occuper. Un statut, s'il a été payé ou. Pardon? Toi, tu mettrais le amount. Moi, je le calculerais via les produits. Comme ça, on a. Sur le amount, qui a fait, il peut changer si par exemple on a un panier en cours. Ouais. Alors que si on le fait directement par une clé étrangère via les produits, Ouais. enfin directement par une relation, quoi. Au moins, on n'a qu'à modifier le produit, ça modifie directement le. Alors c'est très bien, on peut faire ça, après on peut relier les deux. En fait, si tu veux, l'intérêt de mettre un montant directement sur la table orders, si tu veux, c'est que demain, tu peux avoir des réductions sur ton order, tu vois. Donc tu veux pouvoir, sans imputer les prix total, tu veux pouvoir, tu vois, ce montant-là, tu peux lui déduire une somme en lui mettant un coupon de réduction. C'est la raison pour laquelle tu vas mettre le montant directement sur orders. Mais de toute façon, tu as raison. Le prix, en effet, tu vas le récupérer du montant total qui va être généré par order as products. On peut mettre un statut aussi. C'est ça, donc on va mettre un statut. Donc le statut, en vérité, enfin, pour l'instant, je pense que on va rester très primaire, hein. On va mettre un booléen, donc paid, d'accord? Paid, qui par défaut sera false, donc qui sera un booléen. Donc pour ça, booléen. Ok,
Donc là, on a notre modèle order. Est-ce que vous rajouteriez pardon, autre chose, vous? Ouais, des paiements. Pardon? Les paiements. Le- S'il paye par Stripe, s'il paye par la carte bancaire directement. Ok, ça marche. Donc nous, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'il paye uniquement par Stripe. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va simplement rajouter un Stripe Payment Intent ID. D'accord? Donc ça, c'est une information qui est retournée par Stripe. Et vous savez quoi? On va aussi se retourner un Stripe Customer ID. En vérité, le Stripe Customer ID, c'est mieux qu'on le mette directement sur le user, mais dans un premier temps, on va le mettre sur l'order. D'accord? On a besoin d'une date ou ça se génère tout seul? Pardon? Est-ce qu'on a besoin de mettre une date, genre pay date ou bien Ouais, ça peut être intéressant de mettre une date de paiement. Vous en pensez quoi, vous? Si on va garder tout ça, si on va garder Ouais. les ordres, on vaut mieux. Ok, donc en effet, c'est une bonne pratique. C'est bien d'avoir une date de paiement. Donc dans ce cas-là, on va se rajouter paid at qui correspond à un date time. Payment intent ID, c'est quoi comme type? C'est une chaîne de caractères. En fait, quand je ne spécifie pas, c'est parce que par défaut, quand vous créez vos migrations, si vous ne spécifiez pas le type, ce sera une string. Donc vous savez quoi, pour plus de clarté, vous avez raison, je vais l'indiquer ici. 2.string. Donc 2.string. Voilà. Donc là, c'est fait pour le modèle order. Maintenant, on va se faire la même chose pour le modèle order as product. Donc, raise g modèle order as product. Donc vos modèles toujours au singulier, d'accord? Et en camel case. Les contrôleurs, c'est avec des underscores et ça finit toujours au pluriel, d'accord? Donc raise g modèle order as product. Donc notre modèle, pardon, order as product, qu'est-ce qu'il va prendre à votre avis? On va product comme référence. Exactement, donc il va prendre un product comme référence, un order comme référence, Et peut-être un product member. Non, pas loin. si, bien joué, une quantity, et on va même lui mettre un price. Là, on pourrait se dire, ça sert à quoi de mettre le price puisque nos produits, ils ont déjà un prix. En fait, là, l'intérêt du price, c'est qu'on va pouvoir figer le prix dans le temps. C'est-à-dire que, imaginons que demain, le prix change. D'accord? Imaginons que le prix il change demain. On veut pouvoir garder une traçabilité du prix qu'avait le produit à cet instant-là. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on va stocker le price ici en integer. D'accord? Autre chose ou pas du coup pour ce order as product? C'est bon pour vous? Voilà. Donc là, on a créé le table supplémentaire. Ici, on a product qu'on avait déjà créé. Donc, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc là, on copie ça. Je quitte la console de Rails. Donc là, Rails gmodel order qui va prendre un user en La référence. commande de Rails. Pardon? Comment c'est? Ah, je l'ai quitté, c'était Rails C. Voilà, donc là, je lance la commande suivante. Donc ça a bien créé mon fichier de migration, mon modèle order et les fichiers de test qui lui sont associés. Donc, comme à notre habitude, on va se rendre dans ce fichier de migration pour voir ce qu'il a créé comme champ. Donc, on a bien les champs qu'on avait créés. Et comme vous le savez, l'ID, la date de création et de mise à jour, ça y est par défaut. Donc là, je vais lancer ma migration. RailsDB 2.migrate. Ma migration est effective. Donc là, on peut aller jeter un œil à notre modèle order. Donc, comme vous pouvez le voir, il appartient bien à un user. Comme ça vient d'être généré, lui, il a pu avoir le belongs to. En revanche, le user, il n'a pas la relation as many orders. Donc, on va aller la rajouter. On va simplement se rendre à notre modèle user. Et on va rajouter ici has many orders. D'accord? Ok. Donc, maintenant qu'on a créé les orders, on va simplement aller jeter un œil au schéma. Donc là, je vous le montre pour vous, d'accord, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble votre base de données. Ici dans le schéma, on l'a déjà vu ensemble, on se le revoit. Vous avez la définition de votre base de données, d'accord. Ici, on voit qu'on a une table catégorie, une table merchants, et là on voit
la table orders qu'on vient de créer. D'accord? Donc vous voyez ici, user ID, on avait fait 2 points référence. Par contre, ici, on voit que c'est un integer. On voit que c'est un integer et on voit qu'il a un index, qui contient un index. C'est parce qu'on a mis 2 points référence. D'accord? Ici, on sait que ça va être... on va indexer cette colonne-là parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de requêtes dessus. Donc pour accélérer les requêtes, on va placer un index sur user underscore ID. D'accord? Ici, on ne voit pas l'ID, mais bien sûr, il y a un ID sur chaque order. Et on a bien les champs created at et updated at qui ont été créés par défaut. J'ai oublié une chose là. Vous voyez ici, j'ai mon booléen paid et il n'a pas de valeur par défaut. Un booléen, ça a toujours une valeur par défaut. Donc là, j'aurais dû mettre default false. Je ne l'ai pas fait. Donc, je vais rollback ma migration. Pour ça, rien de plus simple. Raise db rollback. Donc ça annule la migration que je viens de faire. Là, je peux ensuite me rendre dans mon fichier de migration, venir le modifier, mettre default false. D'accord? Pour mettre une valeur à faux par défaut à notre booléen paid, puisque par défaut, votre order n'est pas payé. Ensuite, je viens lancer la commande raise db migrate pour que ma migration soit de nouveau effective avec la correction que je viens de faire. D'accord? Donc voilà, là on vient de se faire la table order. On va faire la même chose pour order as product. D'accord? Donc là, on va taper ce qu'on a écrit précédemment. Donc raise g model order as product qui prend un product en référence, un order en référence. En quantity, on a un integer et en price, on a un integer. Vous remarquerez que dans order, j'ai pas mis price, mais j'ai mis amount. D'accord? J'ai mis montant plutôt que price. Donc voilà, pareil, j'ai mes fichiers de test qui lui sont associés. J'ai bien mon fichier de migration qui a été créé, ainsi que le modèle order as product. Donc là, je peux aller regarder ma migration de order as product. Elle est là, donc rien de nouveau, hein, rien de surprenant, simplement ce qu'on a tapé dans la ligne de commande. Et là, je peux venir taper raise db migrate pour que cette migration soit effective. Là, je me rends dans mon modèle order as product. Donc, j'ai bien les deux relations. J'ai bien belongs to product et belongs to order. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe que on a besoin d'aller dans order. Et ici, on va venir dire que quoi? Qu'est-ce qu'il a un order? Qu'est-ce qui lui appartient? Product. Il a product, mais il a product via order as products. Et ça en Ruby, on raise, ça se fait de cette façon-là. Donc là, on va simplement taper has many order as product, d'accord? Puisque c'est la table qui référence order en clé étrangère. Et ici, on va taper as many products true order as product. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on vient dire? On vient dire que notre order, il a plusieurs order as products. Rien de surprenant jusque-là, puisque c'est order as products qui contient la clé étrangère, d'accord? De order. Et ici, ce qu'on vient dire, c'est que notre order, il a plusieurs produits à travers order as products. Donc ça va nous permettre, depuis un order, de directement faire order.products pour récupérer les produits de l'order. Plutôt que de devoir faire order.order as products point, etc., etc., etc. D'accord? Ici, là, on va directement récupérer les produits dont l'ID de product et de order est référencé dans la table order as product. Ok? C'est clair jusque-là ou pas? Si ça l'est pas, posez-moi des questions, hein, n'hésitez pas. On peut reprendre du temps pour se l'expliquer. Ça va pour vous? Ok.
Donc là, on vient de faire tout ça. Hmm. On va couper l'enregistrement. Je vais vous envoyer tout ça. Je vous laisse un peu de temps pour assimiler. Et on se fait potentiellement une suite après pour au moins l'ajout au panier, d'accord? L'ajout au panier et le fait de rendre un panier caduc. Ça va jusque-là ou vous aimeriez qu'on fasse autre chose là rapidement? Ça va? Ok. Parce que je sais que si ça dure trop longtemps après. Juste la migration en rollback là, il y a à refaire. Ouais. Comment tu mets le boolean par défaut là? Alors, d'abord tu fais bien le rollback, d'accord? Tu ne modifies pas ta migration tant que ton rollback n'est pas effectif, d'accord? Tu n'enregistres surtout pas une modification que tu vas modifier avant que ton rollback soit effectif. Parce que ton rollback, il va se baser sur ton fichier pour annuler la migration, d'accord? Donc, ensuite, une fois que ta rollback elle est faite, tu te rends simplement dans ta migration. Et ici, tu vois, tu as ton booléen, donc paid, qui est un booléen, et tu lui passes simplement virgule, espace, default, deux points, espace false, d'accord? Pour lui passer la valeur false par défaut. Cool? Et du coup, je ne pas s'en mériter. Pardon? Toujours. C'est ça. Une fois que tu as modifié ta migration, une fois que tu la rollback, pour qu'elle soit effective, il faut que tu fasses un raise db migrate, puisqu'en faisant un rollback, tu l'as annulé. Ok? Du coup, hier aussi, l'enregistrement, il a bugué. Je suis resté figé pendant... T'étais pas figé pendant 5 minutes. T'as dit quoi? T'étais pas figé pendant 5 minutes.